Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 23 de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Camille Gouttereau, chargée de communication au Toy Toy, une salle de concert / restaurant / lieu culturel à Villeurbanne. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'avoir des établissements locaux et à taille humaine pour une culture accessible à toutes et à tous. On va parler du fonctionnement d'une petite salle de concert et du métier de chargée de communication de Camille. Merci à elle pour ce podcast riche en informations. Je suis trop contente, ça faisait longtemps que je voulais accueillir un lieu sur le podcast, donc c'est chose faite. J'espère que l'épisode vous plaira autant qu'à moi. D'ailleurs, comme vous le savez, ce mois-ci on fête les 1 an du podcast, et c'est l'occasion parfaite si vous en avez l'envie de le soutenir en laissant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée, en vous abonnant à la chaîne YouTube ou au compte Instagram. Ça me permettra de pérenniser le projet et de rencontrer encore plus d'actrices du milieu culturel engagé. Donc merci beaucoup à vous et je vous souhaite une super écoute et je vous laisse tout de suite avec l'épisode. Bonjour Camille. Salut Louise. Merci d'être passée me voir sur le podcast pour me parler de ton travail, du Toy Toy et de toi, ton parcours. Avec plaisir. Est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je suis Camille Gouttereau, je travaille à Toy Toy Le Zinc, donc une salle de concert, salle de spectacle à Villeurbanne. Je suis chargée de communication et relations avec les publics depuis septembre. Trop bien. Ouais, Villeurbanne, c'est à côté de Lyon, pour ceux qui ne savent pas. Tout à fait. Mais ok, trop chouette. Qu'est-ce que c'est exactement Toy Toy Le Zinc, pour ceux qui ne connaissent pas la salle? Alors, c'est une salle qui existe depuis 2008 et qui accueille en même temps des concerts, en même temps des spectacles de danse, de théâtre, qui accueille des associations étudiantes, des associations qui portent des luttes. C'est aussi un bar et c'est aussi un restaurant. Pour le Toy Toy, comment est-ce que tu as commencé à travailler dedans? À quel moment et pourquoi? Comment tu as connu le lieu peut-être aussi? Alors, j'ai connu le lieu il y a quelques années par le biais d'une association qui organise des événements. C'est une association qui s'appelle Exoria et qui fait des soirées plutôt psy-trans. Donc, j'y suis allée vraiment en tant que public et j'ai bien kiffé le lieu. Quand je suis allée, je me suis dit ok, bonne ambiance. C'était le feu. Et quelques années plus tard, j'y suis retournée, mais pas dans le même... Enfin, j'y étais pas pour le soir, j'étais pour le midi. J'y suis allée avec des collègues en fait de travail et on y est allé manger. Et c'est là que j'ai découvert la bouffe incroyable, les crèmes brûlées, les crèmes brûlées riches en crème entière. Moi qui adore les crèmes brûlées aussi. Du coup, je me suis dit que c'était un lieu super polyvalent. Et qu'avec la petite terrasse extérieure au soleil, c'était quand même assez agréable. Donc ça, c'est un peu les diverses façons de découverte du lieu. Et dernièrement, donc ces 6 derniers mois, enfin il y a 6 mois, il y a eu une annonce pour reprendre le poste de chargée de communication. Et moi, à ce moment-là, professionnellement, ça tombait bien. Et puis, je me suis dit, mais c'est fait pour moi, en fait. C'est exactement le genre d'endroit dans lequel j'ai envie de mettre de l'énergie, où j'ai les compétences. Donc, j'ai tenté ma chance et ils m'ont prise. Donc, je suis très contente de ça. Génial. En plus, le bon timing et tout. Oui, bon timing, ouais. Qu'est-ce que c'est que chargée de communication? Qu'est-ce que tu fais comme tâche au quotidien, là-bas? Chargée de com, ça prend la suite en fait du travail de programmateur. C'est-à-dire qu'une fois que la date de concert, par exemple, si je prends cet exemple-là, a été choisie, moi, je rentre en contact avec les artistes et je leur demande donc tout ce qui peut valoriser leur date, valoriser leur travail. Je fais le paramétrage de leur événement en ligne, de leur billetterie. Et à ce moment-là, une fois que tout est paramétré, on fait de la diffusion d'informations. Donc, c'est sous forme de réseaux sociaux, de sites internet, de newsletters, de presse et d'affichage physique. C'est un métier assez complet, en fait. Tu fais plein de tâches différentes. Oui, ouais. On peut dire qu'en tout cas, les supports sont très diversifiés.
Après, évidemment, pour avoir la qualité optimum, il faudrait qu'une personne qui soit dédiée juste à faire de l'affichage ou juste à faire les réseaux sociaux. Ça, ce serait idéal, mais là, du coup, on est obligé de faire au plus simple, et c'est pour ça qu'on travaille vraiment en collaboration avec les artistes qui ont déjà eux-mêmes travaillé sur leur matière, pour qu'ensuite, nous, on le déploie au mieux avec nos contacts et notre réseau, quoi. Parce que ça reste une petite structure, le Toy Toy, vous êtes combien au sein de l'établissement? On est une petite dizaine. Il y a des personnes qui travaillent donc à la programmation, à l'administratif. Il y a des personnes qui sont à la technique, donc régie, son et lumière. On a des personnes qui sont à la cuisine, au service, au bar, avec des personnes qui viennent en soutien au bar le week-end. Et puis, on a la partie communication et médiation. Ah ouais, donc c'est quand même beaucoup de gens. Je C'est, pensais en pas fait, autant, honnêtement. ça fait 10 11 personnes, en fait. Et bien sûr, ça, je l'ai pas cité, mais c'est aussi des bénévoles. Et sans eux, en fait, on aurait vraiment des difficultés pendant les Hmm. événements, parce qu'ils viennent en appui à la billetterie, ils viennent en appui à la régie, et ils viennent aussi faire des photos ou des vidéos ponctuellement. Ouais, et sans des bénévoles, c'est pas possible. Bah, disons que sans les bénévoles, ça voudrait dire que le travail de ma collègue et moi en communication médiation devrait éponger toutes les billetteries. Donc on travaille déjà sur des horaires un peu classiques en journée, mais si on devait cumuler ça avec les concerts, ça nous ferait des journées énormes. Des fois, ça arrive qu'on le fasse, mais c'est pas souhaitable en fait, je pense. Hmm, carrément. Le Toy Toy existe depuis combien de temps? Et qu'est-ce que c'est l'histoire un peu du lieu, si tu la connais? Donc ça existe depuis 2008. Il y a eu d'abord de la recherche du lieu, ensuite il y a eu des travaux dans le lieu parce que c'est un ancien garage automobile. Ok. Donc il a fallu isoler, refaire, enfin oui, ça ressemble à une salle de concert, donc il y a eu quand même 2 ans de travaux. Et puis l'idée à la base, c'était de promouvoir des spectacles de danse surtout, et des concerts. Et après progressivement, bah, en fonction de si ça attirait des gens, mais aussi enfin, des propositions qu'il y avait, etc. Ça s'est un peu transformé et il y a eu un peu moins de spectacles de danse et un peu plus de concerts. Et maintenant, on est sur un rythme de minimum 2 concerts live par semaine, plus des DJ sets, plus du stand-up, plus des associations qui viennent faire soit des conférences, soit des projections, soit du théâtre aussi. On a pas mal de choses différentes. Ok. C'est intéressant, je trouve, ça, le fait que le Toy Toy mette à profit aussi pour des associations la salle. Du coup, en termes d'associations, un peu tout type d'événements qui peuvent être faits là-bas. Oui, disons qu'il y a tout type d'événements dans le sens diversité. Maintenant, c'est toujours soumis au regard du programmateur qui va pas prendre n'importe quoi et qui va prendre quand même des projets qui sont en adéquation avec les valeurs du lieu. Ça, c'est essentiel. Donc, il y a beaucoup de types d'art qui sont représentés et le but, je pense que c'est un peu faire du sur-mesure. Ça arrive très souvent qu'il y ait des projets uniques et qu'on voit si le lieu peut s'y prêter, si les gens de l'équipe sont disponibles aussi, parce que ça, c'est un point d'attention. C'est est-ce qu'on n'épuise pas les gens de l'équipe quand on est une petite équipe et qu'on est sur des horaires qui sont complètement différents. En fait, il faut assurer les roulements, assurer les temps d'accueil, assurer de l'accompagnement. Donc, plein de types de projets différents, tout en veillant au bien-être de l'équipe et la gestion de la fatigue. Tu parlais du coup qu'il fallait que ce soit en adéquation, pardon, avec vos valeurs. Et justement, sur votre site, vous avez quand même une grosse partie sur une sorte de charte d'engagement, on va dire. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont vos valeurs, justement, qu'est-ce que vous mettez en avant? Pour l'instant, j'ai pas de mérite à porter telle ou telle action parce que je suis arrivée très récemment, mais mes prédécesseurs ont pas mal porté des actions en lien avec du coup les violences sexistes et sexuelles, donc la prévention, prise en charge, etc. Des victimes. Donc il y a tout un pan consentement avec beaucoup d'outils de vulgarisation de ce que c'est, accompagnement. Donc ça, c'est
c'est évidemment au cœur, surtout on en parle beaucoup en ce moment, et ça fait partie vraiment des choses importantes. On s'engage sur une partie accessibilité, donc accessibilité dans le sens inclusion des personnes, accessibilité physique, etc. L'idée, c'était de pourquoi pas construire une espèce de charte d'accessibilité pour les personnes, les renseigner au mieux sur ce genre d'aspect. Il y a un côté préventif sur, par exemple, la consommation de drogue. Là, on est accompagné par des associations. Donc une qui s'appelle Keep Smiling, qui participe à beaucoup d'événements différents, qui nous donne de la documentation, mais aussi du matériel, et comment utiliser le matériel pour ne pas se voiler la face, en fait, parce qu'il y a de la consommation de drogue. Maintenant, c'est comment on le fait dans les meilleures circonstances, avec des conditions d'hygiène qui soient respectées, etc. Et puis après, il y a plusieurs actions qui sont de lutte contre la précarité, par exemple. Il y a des actions qui sont la précarité mensuelle, par exemple, donc faire des dons de serviettes hygiéniques, de tampons, etc. Ou faire des cafés suspendus. Je ne sais pas si tu vois un peu... Non. Ah oui, si, c'est quand tu payes un café en avance. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, tu peux nous expliquer, pardon, ce que c'est mieux. Il y a... Donc, un café suspendu, c'est le fait de pouvoir payer un café, mais un supplémentaire qui soit consommable par une autre personne à un autre moment, gratuitement. Ça peut être des cafés, mais ça peut être des cookies. Nous, on fait des cookies, c'est le midi, du coup, il y a des cookies suspendus. C'est trop mignon. Ok, c'est génial. Bah justement, tu vois, tu as dit que vous avez fait appel à des assos aussi pour vous aider, vous accompagner là-dessus. Je trouve ça intéressant parce que c'est des sujets, on peut pas être, je pense, expert sur tout. Et c'est chouette de déléguer ce genre de sujet. Je sais qu'il y a aussi plein d'assos de prévention au niveau MST, sur des festivals aussi, sur la prévention sexuelle. Tout à fait, oui. Et par exemple, pour les violences sexistes et sexuelles, quels sont un peu peut-être les indispensables qu'on peut avoir dans un lieu, vraiment la base de la base pour assurer un lieu enfin, safe au possible en tout cas? Alors, la base de la base, je pense que c'est une équipe qui soit vigilante. Déjà, à être tous alignés sur qu'est-ce que c'est. Donc ça, on l'explique, tant aux personnes de l'équipe qui sont salariées, tant aux bénévoles, dans leur livret d'accueil, et puis même à l'oral, on leur dit en fait, qu'est-ce que c'est le consentement, comment on prend en charge une personne, si on le souhaite. Parce que c'est aussi une formation, en fait. Il y a des gens qui vont se sentir capables, mais il faut être outillé quand même. Donc déjà que tout le monde soit aligné sur ça, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que j'aimerais faire dans ce genre de circonstances, c'est la base pour moi. Et après, et là il y a 2 personnes de l'équipe qui l'ont passé, c'est une formation du coup pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et puis on a le dispositif Angela, du coup qui permet d'être identifié comme un lieu ressource si jamais il y a des soucis de violence ou de harcèlement. Avoir si possible une personne disponible pour recueillir la parole de la victime. Pourquoi pas avoir un lieu qui soit isolé en fait du reste de la soirée pour se mettre en sécurité tout simplement. Complètement. Ouais, vous avez aussi une feuille dans vos toilettes, je crois, où Oui. on peut écrire s'il y a eu un problème. Oui, tout à fait. On avait mis en place une feuille où on demande aux gens comment ils se sont sentis pendant la soirée. Et chacune peut participer. Et peut-être c'est améliorable parce que c'est montré à tout le public. Donc si vraiment il y a une personne qui se sent en insécurité, je ne sais pas si elle le mettrait sur la feuille. Donc ce qu'on récolte pour l'instant, c'est plutôt des gentils petits mots et on est très contents et contentes de recevoir ça. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on diversifie les supports et les moyens de recueillir la parole du public. Ça, c'est un travail qu'il faut faire au long terme. Ouais, et puis c'est quelque chose qui évolue aussi, je pense. Enfin, par exemple, les protections menstruelles dans les établissements, c'est quelque chose qui s'est pas mal démocratisé aussi. Enfin, en libre service, je veux dire, dans les toilettes, par exemple. Mais avant, c'était pas du tout le cas. Enfin, il y a encore 5 ans, j'en voyais nulle part. Et c'est chouette de voir qu'on évolue aussi tous et toutes là-dessus. J'imagine que vous avez aussi des engagements un peu éco-responsables. C'est quelque chose dont on parle beaucoup. Je sais pas si vous travaillez un peu sur ces thématiques-là ou pas. On travaille un peu sur ces thématiques. Bon, déjà, nous,
En interne, on est sur la gestion des déchets qui est triée. Au niveau de l'alimentation, par exemple, on fait en sorte de travailler avec des producteurs et productrices qui soient locaux. La nourriture, elle est faite le jour même ou alors elle est réemployée le lendemain, retravaillée par le cuisinier, etc. pour éviter le gaspillage alimentaire. Ça, c'est un fondamental. Pour le bar, c'est pareil, c'est essayer de limiter en fait, les produits qui viennent des quatre coins de la terre et de la France, mais plutôt se concentrer sur le savoir-faire de nos artisans locaux. Donc ça, c'est par rapport à l'aspect alimentation et boisson. Maintenant, on a aussi des associations qui viennent parler d'écologie, faire de la vulgarisation, des fresques du climat, ce genre de choses. Et il est arrivé, moi j'en ai pas encore passé, mais que les salariés passent des formations aussi pour faire de la com responsable, par exemple. Ça fait partie des sujets qui me touchent directement. Je me demandais souvent au niveau politique ou au niveau, en tout cas de la ville, je veux dire au niveau, ouais, on va dire politique, est-ce que, par exemple, vous avez des moyens de parler avec d'autres salles, des moyens de vous retrouver ou avec d'autres entités un peu de la culture pour parler un peu de ces sujets et de comment on peut avancer tous ensemble dedans, ou c'est quelque chose d'assez individuel et par exemple, c'est vos engagements là que vous faites vous? Je sais pas si à quel point il y a du dialogue ou pas en fait dans le milieu culturel. Il y a les deux, je pense. En fait, il y a les initiatives qu'on porte à l'échelle du lieu et il y a aussi, et heureusement, des choses qui sont portées à l'échelle de, par exemple, la ville de Villeurbanne. Je sais que la ville de Villeurbanne a porté tout un sujet, toute une mission sur les VSS. Et donc, on se rassemble autour de projets spécifiques comme ça, mais il y a aussi des espèces de rencontres de partenaires en fait, culturels de la ville de Villeurbanne, par exemple. Donc, on se rencontre une fois tous les 2 mois, je dirais, dans des lieux différents pour découvrir certains espaces, parler de nos programmations, parler des actions qui sont en cours. Donc ça, c'est un réseau, mais il y a aussi de multitudes de autres petits réseaux qui vont jusqu'à la métropole de Lyon, quoi. Ça peut aller assez loin. Voilà, c'est sur des missions spécifiques ou soit sur les lieux culturels. Donc il y a pas mal de réseaux. Ouais. Et est-ce que par exemple, tu aurais d'autres lieux ou d'autres assos ou d'autres structures en tête qui vous parlent au niveau du Toy Toy, qui tentent un peu de faire un peu bouger aussi les choses comme vous le faites, parce que c'est le cas pour vous? Oui, j'ai en tête pas mal de lieux, parce qu'il y a énormément de lieux. Je pense qu'on ne sait toutes même pas. Déjà sur Villeurbanne, il y en a énormément. Mais moi, je pense surtout à Ground Zero. Du coup, la grande salle d'initiative, je ne vais pas dire que de concert, parce que ce serait très réducteur. Mais elle nous inspire parce que c'est un lieu militant, en fait, qui permet énormément de choses, qui a l'espace et l'envie d'accueillir énormément de choses différentes. Il y a aussi des associations qui ne sont pas forcément des lieux culturels, mais moi qui me touchent et qui me semblent assez essentiels pour le futur. C'est par exemple la cloche avec le réseau Carillon, pardon. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est une association qui œuvre pour les personnes qui sont en précarité ou grande précarité. Et le réseau Carillon, c'est un réseau de commerçants ou de lieux, tout simplement, relais pour ces personnes-là, pour qu'elles puissent bénéficier de produits ou services et ne pas être jugées. On a des critères comme, par exemple, pouvoir faire charger un téléphone, pouvoir faire proposer un micro-ondes pour que la personne puisse réchauffer de la nourriture, une salle un peu isolée pour pouvoir faire allaiter. Il y a pas mal de choses comme ça, des critères. Donc c'est tout un réseau et les gens peuvent l'identifier. C'est donc la cloche qui porte ça avec le réseau Carillon. Et je pense à une autre association qui s'appelle Culture pour tous. Et je sais pas si... Pas du tout non plus. Tu vois pas ce que c'est. Je suis assez nouvelle dans la région lyonnaise en plus. T'inquiète, moi je ne connaissais pas avant d'arriver à Toy Toy, donc pas de bile. En fait, et en plus j'ai rencontré la personne qui porte les partenariats il y a pas longtemps, me disait que c'était un réseau de lieux qui pouvait mettre à disposition des places gratuites
pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller dans les lieux culturels, etc. Donc il y a pas mal de structures sociales, par exemple. Donc c'est une association qui fait le pont entre des structures sociales et des structures culturelles. Et je trouve que c'est une vraie problématique aujourd'hui parce que les lieux culturels ont eu la pression quand même de faire de plus en plus d'actions sociales. Bien sûr, il faut que ce soit le cas, mais il y a aussi une pression de par les financements. Donc, ça demande une charge de travail supplémentaire que devoir accueillir des publics. On n'est pas forcément formé à ça. Donc, qu'il y ait des personnes, tu le disais tout à l'heure, qui soient plus expertes sur ces sujets-là, ça permet d'alléger la charge de travail et en même temps de vraiment créer des connexions entre ces structures sociales et structures. Puis permettre de le faire plus aussi, parce que c'est sûr que c'est pas évident pour vous. Je voulais vous demander justement, un lieu comme le vôtre, comment on le finance et est-ce que, bah, à quel point l'économie est difficile à tenir justement? En fait, il faut savoir que Toy Toy, c'est 2 structures juridiques différentes. Il y a en même temps une société qui porte le bar et le restaurant. Et en même temps, c'est une association qui s'appelle Tatatoum. Et là, c'est plutôt le lieu de diffusion de spectacles. Je savais pas du tout. Et ouais, et ben, de toute façon, on n'a pas forcément d'intérêt à en parler plus que ça, parce que c'est plutôt d'un point de vue comptable que ça s'est fait comme ça. Mais bien sûr, du coup, on ne peut pas demander les mêmes subventions en fonction de la structure. Donc, côté Tatatoum, on bénéficie de subventions publiques de la ville de Villeurbanne, qui sont amoindries d'année en année, parce qu'eux aussi, ils ont des pressions et ils doivent faire des choix. Et c'est précaire. Et en fait, on sait d'ores et déjà qu'il va falloir qu'on trouve d'autres façons de se subventionner. Et on a aussi une subvention d'investissement. Donc ça correspond à l'achat de matériel et à la réparation de matériel technique. Donc tout ça, ça représente moins de 20 000 euros. Donc pour une salle quand même qui accueille un certain nombre de spectacles, c'est vraiment rien. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on aille chercher des subventions spécifiques sur des projets spécifiques. Mais encore une fois, c'est du savoir-faire. C'est un bon timing aussi pour aller chercher ces subventions. Et c'est bien rentrer dans les clous. Donc, ça demande quand même certaine expertise. Ouais. Mais on va être obligé d'y passer. On va être vraiment obligé. C'est intéressant que tu le dises parce que c'est vrai que en plus récemment on vient d'apprendre que le budget de la culture de la région Rhône-Alpes était encore amoindri et c'est vrai que notamment pour un milieu comme la culture et les salles, les lieux, c'est quelque chose de très dangereux parce que je sais que dans le théâtre par exemple les subventions des fois et même très souvent ça dépasse les 50% même beaucoup plus, hein. Je crois que des fois, c'est 70% de l'économie d'un théâtre, c'est les subventions. Donc, autant dire que s'il n'y a plus de subventions, il n'y a plus de lieu. On a même vu l'opéra fermer pendant 1 mois à cause du manque de sous. Si même l'opéra de Lyon ferme, alors toutes les autres salles, on n'imagine pas. Et c'est pour ça aussi que c'est important, je pense, de mettre en avant des lieux, des petites structures, enfin petites, on s'entend, mais comme les vôtres, et en plus qui s'engagent parce que sinon, ça peut très vite être oublié et je sais pas comment finir cette phrase, mais je pense qu'on s'entend. Et ouais, je pense que toutes les structures culturelles sont en péril, en fait, quelque part. Même si c'est pas la même proportion, il y en a qui sont plus ou moins en danger. Je sais que, et je le lis dans le Petit Bulletin, par exemple, assez régulièrement, ils font des articles. Je connais pas non plus, c'est quoi? C'est un média, le Petit Bulletin, Ok. donc un média culturel, et je pense que c'est une belle référence. Je pense Cool. que pour s'intéresser à comment ça évolue, politiquement, comment ça évolue, toutes les programmations un peu de la semaine, c'est un hebdo. Et pardon, dans le Petit Bulletin, il parlait par exemple du Festival des Nuits de Fourvière, qui est un énorme truc, de la Altony Garnier, et en fait, toutes ces structures, à leur échelle, ont des problèmes de financement, et essaient de trouver soit des mécènes, soit se voient concurrencées par des salles plus grosses, comme le LDLC Arena, par exemple. Donc, chacun serre un peu les fesses quand même.
c'est fou en plus parce que pour ceux qui viennent pas de Lyon, la Altony Garnier par exemple, c'est la plus grosse salle lyonnaise après le Groupama Stadium. C'est ça que tu disais, Oui. LDLC, c'est le même? LDLC, c'est une nouvelle salle qui est à côté du Groupama Ah, je Stadium savais pas du tout. et qui vient un peu concurrencer en termes de place la Altony Garnier. Ok. Donc ouais, la Altony Garnier, c'est quand même une très grosse salle et de loin, on pourrait se dire, ah bah, genre c'est une salle qui tourne bien quoi et qui n'a pas de soucis là-dessus. Et c'est ça, moi, qui me choque à chaque fois, c'est de me dire que même les entités un peu, on a l'impression que c'est dans les meubles et que c'est là que ça restera toujours là. Mhm. C'est pas gagné d'avance parce que non, tout le monde a des problèmes de sous là-dessus. À quel point enfin, le milieu culturel est précaire quoi. Vous, c'est une peur que vous avez Oui, évidemment. Ouais. Oui, c'est sûr. Il faut que... Enfin, là où on avait la pleine liberté avant, on est obligé de faire des choix qui sont pas forcément satisfaisants aujourd'hui pour essayer de maintenir un équilibre, en fait. Tout simplement. Et c'est toujours le même problème en plus, c'est que si on précarise une structure, c'est toutes les autres qui se précarisent aussi. Moi, je le vois dans mon travail, par exemple, je fais beaucoup de photos de concerts, mais maintenant, il y a beaucoup de salles qui sont plus prêtes à engager de photographes ou de moins en moins, genre 1 sur 20, euh, parce que justement, il y a des manques de sous. Et j'imagine que pour vous, ça doit être compliqué en plus de du coup vouloir rémunérer par exemple les artistes, les musiciens qui passent. Je sais pas comment vous faites, mais je veux dire, ça doit être compliqué pour vous de déjà vous rémunérer à hauteur et à un prix qui vous convient, et en même temps de garder des prix bas sur la billetterie. Je sais pas à quel point c'est. Enfin, j'imagine que c'est compliqué. C'est exactement ça. C'est trouver un point satisfaisant entre l'accueil des artistes, la rémunération des artistes et maintenir des prix qui soient abordables pour le public. Parce que c'est aussi un point sur lequel on est attendu avec les subventions qu'on nous donne, c'est maintenir des prix assez accessibles en fait pour être attractif dans le quartier, etc., favoriser la mixité sociale, tout ça. Mais en même temps, il faut l'avouer, on n'est pas du tout en capacité de payer les artistes à leur juste valeur systématiquement. Ça demande du coup beaucoup de travail de leur côté. Nous, dans l'équipe, on n'est pas tous et toutes à temps plein, alors qu'il le faudrait. Donc forcément, on grappille un petit peu à chaque fois, un peu partout, quoi. Mais ouais, donc on essaye de se dire que pour les artistes, on leur apporte autre chose qu'un cachet systématique, mais peut-être déjà une salle dans laquelle rencontrer un public, leur public lyonnais, pouvoir travailler avec des personnes qui soient professionnelles, donc dans partie technique, partie communication. On a quand même un pan qui est l'accompagnement d'artistes, par exemple. Moi, je peux donner des formations en communication, par exemple. Je prends 1 heure, si les artistes le souhaitent, pour faire un point sur leur communication, leur donner des pistes, leur donner des billes. On peut aussi mettre à disposition la salle, la journée, pour des résidences d'artistes. C'est arrivé que, par exemple, il y a un concert le vendredi soir et 3 jours, les 3 jours en amont du concert, il y a eu une résidence avec un des groupes qui passait. Donc, on se rattrape aussi, si on peut dire rattraper, mais on peut offrir ça pour que les artistes puissent se professionnaliser, avoir conscience des contraintes du lieu, des lieux de manière générale, la façon dont on s'organise. Donc ça reste quand même... c'est quelque chose qu'on propose aussi. Comment on pourrait, par exemple, vous soutenir ou soutenir un lieu de proximité qu'on aime et qu'on veut qu'il continue à vivre plus longtemps? Il y a plein de façons de soutenir différentes, en fait. Je pense que chacun ne pourra pas soutenir de la même manière. Ça sera peut-être pas avec des moyens, mais ça peut être du relais d'information, par exemple, nous soutenir sur les réseaux, bien sûr, ou diffuser l'information, c'est déjà très précieux. Il y a des gens qui viennent tous les jours manger, vraiment, ou boire un coup tous les jours parce que c'est des gens qui sont dans le quartier et que ça s'y prête bien. Mais pour des gens qui sont plus loin, soutenir, c'est aussi venir aux événements, ramener 2 potes pour que ça prenne un peu plus d'ampleur, de visibilité. Soutenir, c'est porter messager de l'ambiance du lieu, en témoigner, et c'est déjà très bien, en fait.
Bien sûr, il y a aussi des soirées de soutien et on a envie de dire, bien sûr, venez pour soutenir ces causes-là, mais en tout cas pour le lieu, il y a bien des façons de le soutenir. Déjà, venir nous voir, c'est chouette. Ouais, carrément. Et justement, je trouve que les lieux, ça a quand même une importance un peu particulière parce qu'il y a beaucoup de structures dans la culture, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de métiers et tout. Mais avoir un lieu où tout le monde se regroupe, je trouve que ça a quand même une saveur particulière. Mhm. Euh, Est-ce que pour toi, un lieu comme le Toy Toy ou autre, est-ce que ça a cette importance-là à tes yeux aussi, le fait de se réunir en vrai aussi, parce qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux et tout, c'est cool, mais voilà. Évidemment, mais c'est évident. De toute façon, c'est là que ça se passe, quoi. Mais on le sait très bien. Moi, mon travail, c'est de faire la vitrine, mais c'est un pont pour que les gens se voient et partagent des choses, qu'il y ait des communautés qui se rassemblent, qu'il y ait de la mixité, qu'il y ait des habitudes ou des surprises aussi. Moi, j'aime bien le fait, l'habitude. J'y prends goût, en fait, moi, en y travaillant. C'est que, bon, c'est une chance, évidemment, mais à la fin de ma journée de travail, bah, j'ai mon collègue, il m'attend au bar, et je bois un petit coup avec lui. Et puis là, il y a les gens du quartier qui sont habitués, qui nous rejoignent, et on est sur le zinc, sur le bar, et on partage notre petite vie, et c'est hyper précieux comme moment. Mm. C'est ça qu'on aime, en fait. Ouais, c'est vraiment ancré en plus dans un quartier, dans une société, quoi. Mhm. Ça continue à amener de la vie aussi et à faire. Parce que c'est vrai que je trouve que plus t'as des grosses structures et plus on éloigne les centres-villes aussi. Par exemple, je sais qu'il y a plein de villes, là où habite ma sœur à Voiron, tous les petits bars du centre-ville sont en train de fermer et tout va aux blanchisseries pour ceux qui connaissent. En gros, c'est une sorte, ils ont refait en pleine campagne une sorte d'énorme centre commercial au milieu vraiment des super belles collines voironnaises. Et du coup, c'est que des énormes structures, des énormes magasins, des énormes bars. C'est un peu à l'américaine, c'est assez chelou à voir. Et du coup, tout le centre-ville est en train de mourir. Alors que le centre-ville de Voiron est magnifique. Allez-y, dépensez ce petit Mais du coup, c'est vrai que pour moi, les lieux aussi, ouais, ça a cette importance de... Et même, du coup, des structures plus à taille humaine. C'est ça. Les structures de quartier, en fait. Mais j'ai l'impression que les villes moyennes, comme peuvent l'être, enfin, si on peut dire ville moyenne pour Voiron, la ville d'où je viens aussi, font le choix d'investir dans des grosses structures à l'écart de la ville, mais finissent par y revenir quand même. Même si ça prend du temps, c'est ah, on a peut-être fait une erreur. Notre centre-ville, il ne ressemble plus à rien. Et on y revient, et il y a des initiatives qui se montent à droite à gauche dans les centres-villes. Moi, j'ai espoir quand même que ça refonctionne, que ça remarche, qu'on se dise, mais on s'est trompé, en fait. Et c'est pas grave, on va faire autre chose. Et ouais. Donc, Toy Toy fait partie de ces lieux et je pense que c'est important qu'on ait quand même une permanence d'ouverture. C'est, comment dire, une récurrence d'ouverture, on va dire, qu'on ouvre le plus souvent possible pour que chaque personne qui voudrait juste venir boire un verre puisse le faire et se dise bah c'est un lieu d'accueil en fait, c'est un lieu de rendez-vous et je peux compter dessus quoi. Tandis que dans d'autres lieux culturels, et je vais pas en citer, je pense que ça a pas d'intérêt de faire ça, mais juste quand on vient pour un événement en particulier, ça n'engage pas forcément les rencontres, on y va avec des amis, c'est de la consommation quelque part. Mm. Ah, c'est intéressant, en vrai, que même la façon dont vous ouvrez, ça a un impact différent en fonction de comment vous le faites. Mhm. J'avais pas compris ça, ouais, c'est vrai. Ouais, je voulais revenir aussi sur le fait que tu disais que sur la valeur ajoutée que vous pouviez donner aux artistes, euh, ce que j'ai l'impression que Toy Toy vous offrez pas mal aussi de premières scènes. Des fois, vous êtes un peu le premier interlocuteur, peut-être même professionnel, que des jeunes musiciennes ou musiciens ou jeunes artistes peuvent avoir. Euh, Ça doit être particulier, ça aussi, pour vous. À- Comment ça se passe, par exemple, comment on vient vous voir et comment ça se passe un entretien? Comment on fait pour jouer au Toy Toy? Il y a différentes choses. En fait, finalement, des musiciennes pour qui ce serait la première scène, il y en a, mais
ils et elles viennent pas forcément comme ça avec leur juste un groupe et viennent toquer aux portes. Il y en a, mais c'est pas forcément programmé parce que c'est beaucoup plus facile pour nous de travailler avec des structures qui ont déjà une organisation. Donc souvent, c'est des associations qui viennent avec plusieurs groupes parce qu'on essaie de proposer vraiment des coplateaux, histoire d'avoir une soirée complète. Donc souvent c'est des associations étudiantes, soit c'est des groupes qui viennent nous proposer un projet. Donc en général on est contacté par mail, on nous montre une maquette, des liens, etc. Voilà, on en est là dans notre projet, on aimerait faire une release party, on est déjà venu au Toy Toy, on a aussi beaucoup qui sont déjà passés par là. Ou alors, on est passé l'année dernière, mais là, on a un coplateau qui pourrait vous plaire avec tel artiste, tel artiste. Donc, il y a aussi beaucoup de réseaux, hein, finalement. Il y a une personne avec qui ça s'est bien passé, bah, elle en invite 2 autres, et puis voilà, c'est comme ça que ça se fait, qu'on découvre le groupe en live et qu'on se dit « Ah, bah, en fait, c'était génial. Ok, bah, cette personne, ensuite, elle pourra faire un coplateau avec 2 autres personnes, etc. » Bon, il y a des coups de cœur. Des coups de cœur artistiques, et là le programmateur il dit il faut absolument que on donne sa chance à ce groupe-là parce que c'est unique comme proposition, et dans ce cas-là c'est mis en avant. Et sinon il y a aussi des groupes qu'on connaît déjà sur lesquels on s'appuie pour essayer d'avoir un équilibre entre découverte complètement et puis événements qui nous plaisent et qui fonctionnent bien. Parce que c'est ça, c'est un équilibre. Et pour les dates, vous avez un peu une visibilité à combien à l'avance, ça veut vrai? En général, c'est 3 mois, mais c'est vraiment le max. Aussi parce que ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps de programmer tous ces groupes-là, d'avoir des échanges, de signer des contrats, etc. Donc 3 mois, c'est déjà assez conséquent. Donc ça, c'est la projection, on va dire, la plus lointaine qu'on ait. Mais il y a aussi des dates qui reviennent un peu systématiquement dans l'année, pour lesquelles on sacralise des créneaux. Par exemple, il y a les tremplins Répercus qui vont arriver bientôt. C'est à peu près toujours à la même période, donc on sait que voilà, ça c'est bloqué. Qu'est-ce que c'est le tremplin Répercu pour ceux qui savent pas? Alors, je pourrais dire tremplin, mais nous, en fait, on est plutôt la finale. On arrive au bout, en fait, du tremplin. C'est, en fait, la possibilité, un appel à projet pour les artistes d'être programmés pour le festival Répercu Sound. Donc, il y a d'abord les projets qui sont sélectionnés. Ensuite, il y a une deuxième étape, et je crois que ça se passe au CCO cette année, où là, il y a un deuxième tri, on va dire. Il y a un vote avec un jury, etc., de professionnels. Et enfin, il y a la finale où là, on va choisir le groupe qui va pouvoir se produire sur la scène du Répercu. Donc, une occasion fantastique pour le groupe d'être visible. Donc, voilà. Et donc ça se passe chez vous, l'année dernière. Vous avez des événements un peu à l'année, enfin que vous refaites chaque année ou pas, à part celui-là? Alors, oui. Est-ce que je vais pouvoir t'en parler précisément ? C'est vraiment beaucoup de tremplins. Donc les tremplins 24 heures de l'INSA, tremplin Répercu, il y a le West Side Fest, il y a le festival Vibration. Tout ça, c'est un peu systématique chaque année. Et puis après, il y a des groupes qui reviennent régulièrement dans l'année, en fait, qui font plusieurs dates parce qu'ils sont très attendus. Avant, il y avait le groupe qui s'appelle Bigre. Cette année, là, il y a un groupe qui marche très bien qui s'appelle Le Colectivo Caliente. Okay. Et ils font ça le comble, quoi. Ils sont super attendus. C'est super bonne ambiance. Donc, voilà, il y a en même temps des gros événements phares annuels, et puis des événements plus ponctuels qui sont très attendus par le public, par l'équipe. Voilà. Okay. Et juste pour les assos, j'aimerais bien revenir dessus, on en a parlé un tout petit peu, mais quel type d'événement vous faites exactement? Tu m'as dit conférence, table ronde? Alors, il y a différents assos, donc les assos qui portent les concerts. Donc
de Répercu, etc., enfin, toutes ces assos-là. Mais il y a aussi des assos plus militantes qui viennent soit parler d'un sujet, débattre. Il y a des associations qui viennent faire de la sensibilisation au climat. Il y a des associations qui viennent en partenariat avec des structures sociales. Par exemple, il y a Improcité, qui est une troupe d'improvisation, qui est venue la semaine dernière et qui a fait tout un atelier de découverte de théâtre d'impro avec le centre social de Miribel. Donc c'était une après-midi géniale. Moi, j'ai trouvé que c'était fantastique de déjà voir les familles découvrir le lieu, comment on travaille dedans, mais aussi le matériel scénique, etc. Elle était comme des dingues, et c'était trop cool. Et puis toute l'après-midi, c'était découverte de l'impro, lâcher prise, ensuite petit spectacle d'improvisation avec les comédiens et comédiennes qui étaient là. Et ça s'est fini par un goûter qui avait été organisé du coup par l'équipe, les petits cookies et tout. Enfin, tout le monde était trop content. Donc ça fait partie des choses qui peuvent être amenées dans le lieu. Il y a des associations qui veulent récolter des fonds. Par exemple, on a une association qui s'appelle Sans croquettes fixes et qui permet de faire de la distribution de croquettes, en fait, pour les chats, les gens qui n'auraient pas forcément les moyens d'acheter de la nourriture pour les chats, mais aussi pour faire des campagnes de stérilisation de ces chats pour éviter que ça prolifère et que les animaux soient en précarité aussi, en fait. Donc cette association, elle vient faire des blind tests régulièrement à Toy Toy pour récolter un petit peu de fonds et pouvoir financer leur action. On a eu, il y a pas si longtemps, la fanfare à manif engagée, donc la fanfare qui vient mettre l'ambiance, mettre le feu dans toutes les grosses manifs lyonnaises, qui est venue en lien avec des associations pour le droit au logement, faire un événement fanfare à Toy Toy pour aussi récolter un petit peu des dons, vendre des... Moi, j'adore ce collectif, c'est les Chômeuses Go On, qui font des autocollants avec des illustrations engagées. Donc ça, c'était vendu prix libre, c'était génial. Je trouve qu'on fait beaucoup de choses par les assos aujourd'hui. Oui, c'est essentiel. Ouais. Et pour finir, j'aimerais bien revenir un peu sur toi. Quelles études t'as faites, si t'en as faites, pour arriver au Toy Toy? Alors moi, je suis pas chargée de com à la base. J'ai vraiment fait des études portées sur le graphisme. Donc j'ai été dans un lycée en art appliqué, puis ensuite j'ai fait plus du graphisme, de l'édition, typo, mise en page. Après, un peu plus de web, parce qu'en fait, il y avait plus de travail dans le web, donc je suis allée dans cette direction. Et puis après, ou alors c'était entrecoupé par des stages, voilà, il y a eu quelques expériences pro qui m'ont amenée plutôt vers l'associatif. Et je me suis rendu compte que, en fait, il n'y a pas de quoi payer des graphistes dans l'associatif. Donc, naturellement, je me suis dit, qu'est-ce qui est utile pour les assos ? Je pourrais peut-être faire du graphisme, mais autre chose. Donc, j'ai ouvert un peu les compétences autour de la com. Et il y avait des gros besoins là-dessus. Donc, progressivement, je me suis orientée par là. Et puis, le secteur culturel, ça m'a toujours bercée. Moi, j'y étais souvent en tant que bénévole. Ça fait des années que je participe à des festivals ou que je donne un coup de main, soit en faisant des affiches, des choses comme ça, de la diffusion. Et je suis trop contente de pouvoir bosser dans l'associatif pour un lieu culturel qui est aussi un bar et un restaurant. Et ça, franchement, c'est pas rien. Et en parallèle, je travaille aussi dans un centre social. Donc j'ai le Toy Toy, le centre social, et je suis toujours indépendante graphiste. Donc ponctuellement, il arrive que je fasse des logos, des affiches, des trucs comme ça. Et est-ce que tu as des projets pour la suite? Est-ce que tu comptes rester au Toy Toy? Est-ce que le Toy Toy a des projets aussi? Où te vois-tu dans 10 ans? Ouais, c'est ça. Moi, je pense que je vais déjà rester quelques années à Toy Toy parce que il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Déjà, moi, il faut que je comprenne
ce que c'est que d'être chargé de com dans un lieu comme ça. Et je rencontre pas mal de gens, il y a pas mal de partenariats qui se font, c'est hyper stimulant en fait. Déjà d'aller dans ces lieux, je me déplace pas mal directement physiquement dans les lieux pour pouvoir notamment déposer notre plaquette, notre programmation trimestrielle. Donc je vais serrer des pinces, je vais dans le lieu, je dis « Ah ok, donc toi tu es chargé de com, non, ok, toi t'es programmateur, programmatrice. » Déjà, voir ces lieux, je trouve ça génial. Et puis il y a des partenariats qu'il faut entretenir en fait. Soit on part de zéro, soit on les entretient. Donc ça, c'est stimulant. Tant que je suis stimulée dans ma créativité, dans mes rencontres, et que je trouve un équilibre avec ma vie personnelle, je m'y retrouve. Donc je vais y rester à Toy Toy pour l'instant. C'est quoi la suite pour le Toy Toy? Est-ce que vous avez des dates que vous voulez nous partager en particulier ou... J'aimerais quand même bien parler de... J'en parlais tout à l'heure du coup de l'association La Cloche. Là, ils vont faire le 27 mars, ils et elles vont faire le 27 mars une pièce de théâtre sur les violences sexistes et sexuelles, entre autres, mais ça s'appelle Robuste. Et c'est porté par la compagnie Vilaine. Et Robuste, c'est comme être fort face en fait à ces violences-là, comment on survit en tant que victime, comment en fait on arrive à avoir de la force, quoi. Donc ça, je pense que ça va être un super moment. Donc c'est une pièce de théâtre le 27 mars. On a une date avec le groupe Sonido Del Monte, qui est un groupe de musique latine plutôt, qui sera le samedi 30 mars, avec toujours la possibilité de venir avec ses moyens. Donc il y a un tarif minimum, mais ensuite on peut, en fonction de ce qu'on peut et veut donner, on peut donner un petit peu plus. Donc là en l'occurrence c'est à partir de 7 €, on peut donner 8, on peut donner 10, on peut donner 12. Voilà, je parlais que de ces 2 dates-là, mais il faut quand même savoir qu'il y a des concerts le vendredi et le samedi soir, toutes les semaines. Donc venez, même si vous ne savez pas à quoi vous attendre. C'est la découverte, c'est ce qui est chouette avec ce lieu. Et où est-ce qu'on peut vous suivre? Je mettrai tout ça dans les notes du podcast, j'adore dire ça. Eh bien, on peut nous suivre sur les réseaux, bien sûr, sur Instagram, sur Facebook. On met pas mal d'énergie sur Instagram parce que on se structure un petit peu avec ma collègue et on essaie de montrer vraiment des vidéos d'artistes. Donc ça c'est quelque chose qu'on entretient bien. On a une newsletter aussi. Sur le site internet, c'est toujours à jour dans ce qu'on a comme information sur la programmation. Et puis ensuite, ce que je disais tout à l'heure, et ça c'est en fonction de la place qu'on nous dédie, mais la presse, on contacte la presse du coup tous les mois et on référencie nos événements sur des agendas en ligne aussi. Donc il y a au moins une centaine de médias différents qui accueillent, qui présentent les événements de Toy Toy. Donc n'hésitez pas à les fouiner sur le web. Ouais, grave. Carrément. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour la fin? Quelque chose dont on n'aurait pas parlé ou juste un petit mot pour les gens qui nous écoutent? J'ai envie de dire beaucoup de choses et rien en même temps. C'est au plaisir de vous rencontrer, en fait. C'est au plaisir de vous croiser à Toy Toy, de partager une bière, parce que c'est un lieu où c'est aussi possible de se greffer à une conversation et puis raconter sa life. Ça peut être au plaisir de vous voir sur la terrasse quand il fera beau, quand l'arbre il y aura les feuilles sur l'arbre, ce sera trop chouette. Au plaisir de peut-être partager un moment bénévole. Si vous voulez vous engager à Toy Toy, c'est possible. On est trop content de pouvoir travailler avec les bénévoles. C'est une vraie chance de les avoir, en fait. Ils nous soulagent, mais ils portent le projet tout autant que nous. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez passer nous voir, c'est avec plaisir. C'est génial. Bah, merci beaucoup en tout cas pour tout ça, c'était hyper clair et merci pour ton partage. J'ai appris plein de trucs, donc ça m'a fait trop plaisir. Si c'était clair, tant mieux. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que l'épisode vous aura plu. Vous pouvez toujours soutenir le podcast en laissant 5 étoiles sur votre application préférée. Merci à Camille pour ce super épisode, vraiment. J'étais trop contente de la recevoir. Je vous laisse toutes les informations, toutes les références qu'elle a dit en barre d'infos.
ainsi que les réseaux sociaux du Toy Toy. Merci à vous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!